18h39 de retour dans Punchline sur CNews et Europe 1. On accueille Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Beaucoup d'actualités concernant l'international. Je rappelle que vous avez publié un livre qui s'appelle Le Sherpa aux éditions Talendier. Le Sherpa, c'est celui qui est chargé auprès du président de la République de toutes les affaires étrangères, c'est ça? De préparer les sommets. Sherpa, ça vient de sommet, l'Himalaya. Ah oui, et donc, par analogie, le Sherpa aide les chefs d'État et de gouvernement à préparer les sommets, et notamment les sommets G7, G20, mais par extension d'autres sommets. Alors, il y a ce soir l'ambassadeur de France, non, l'ambassadeur des États-Unis en France, pardon, Charles Kushner, qui est convoqué au Quai d'Orsay, dites-moi, dans l'affaire justement Quentin qu'on évoquait il y a quelques instants, convoqué par M. Barrot, sous prétexte qu'il aurait fait de l'ingérence en dénonçant la violence de l'extrême gauche. On sait que la dernière fois qu'il avait été convoqué, il ne s'était pas rendu au Quai d'Orsay. Ce sont des pratiques courantes entre alliés, Philippe Etienne, convoqué comme ça, l'ambassadeur des États-Unis en France? Parce qu'il n'est pas une pratique courante, c'est de commenter la politique intérieure d'une manière qui est partisane, on va le dire. Donc c'est ça qui justifie la convocation, parce que il n'y a pas, quand on est ambassadeur, on doit un peu se tenir à l'écart de ces débats intérieurs. Effectivement, c'est la deuxième fois, parce que l'ambassadeur Kushner en juillet avait en liaison sans doute avec la reconnaissance par la France de l'État de Palestine, même si ce n'était pas dit explicitement, mis en cause l'antisémitisme en France. C'est une réalité. Ce qui est une réalité, mais hélas, pas seulement en France. Oui, mais qui est une réalité qu'il faut dire et dénoncer. Donc on verra s'il se rend déjà au Quai d'Orsay, Rachel Kahn, Charles Kushner, et s'il répond au ton courroucé du ministre qui a quand même dénoncé l'axe totalitaire, non, comment il a dit l'international réactionnaire. Voilà. En parlant des États-Unis, quand même. Avec des amis comme ça. Pardon, je ne vais pas répondre à votre question, mais simplement, j'aimerais bien que l'ambassadeur d'Iran soit vraiment convoqué très régulièrement. Vous n'avez pas tort, voilà. Rachel. Oui, vous avez raison. On va évoquer l'Iran dans un instant. Un petit mot peut-être de ce qui se passe au Mexique, parce qu'on a des scènes hallucinantes, Philippe Etienne, qui se déroulent en ce moment même au Mexique, où l'un des plus grands chefs des cartels de la drogue a été assassiné, avec une opération visiblement de l'armée mexicaine, mais avec du renseignement américain. Les citoyens américains sont particulièrement ciblés. On est dans un moment de bascule là, de l'histoire du Mexique et des cartels. Ce monsieur El Mencho est, semble-t-il, était le dirigeant du plus important cartel. Donc ça peut être en effet un moment assez décisif. Et la violence de la réaction des membres du cartel s'explique sans doute justement par cette attaque des forces de sécurité mexicaines avec, semble-t-il, comme vous l'avez dit, un soutien du renseignement américain. Et c'est justement cela aussi qui est important, parce qu'on se rappelle les appels du président Trump à la présidente Sheinbaum à augmenter la lutte, les discussions entre eux, la présidente mexicaine disant les armes, elles viennent souvent des États-Unis. Donc c'est un moment extrêmement important, oui. Après, a priori, elle précise, cette présidente mexicaine, que les forces militaires américaines ne sont pas intervenues. Voilà, mais qu'il y a eu des informations. Voilà, des informations. C'est une situation, évidemment, qui peut générer beaucoup de tensions, notamment côté américain. Et on sait qu'on a un Donald Trump qui est particulièrement au taquet sur tous ces sujets, Philippe Etienne. Oui, il a fait de la lutte contre le narcotrafic une de ses priorités. Des méthodes expéditives. Avec des méthodes qui ont notamment consisté à bombarder des bateaux dans les Caraïbes, mais aussi dans le Pacifique, en disant que c'était des bateaux de narcotrafiquants, ce qui fait que dans son Parlement, au Congrès, il y a eu quelques questions. Et puis en ce moment, il a une actualité très riche, parce que la Cour suprême vient de lui retoquer ses droits de douane, il y a l'Iran, il y a beaucoup de choses. D'accord, donc on a beaucoup. Et demain, il prononce le discours sur l'état de l'Union. Ok, très important. Donc, ça, Donald Trump, chaque année, le président américain va au Congrès, et donc ça va être important de voir
Comment il se prononce sur ces trois sujets déjà, face à l'actualité au Mexique, les droits de douane et l'Iran, et puis beaucoup d'autres sujets. Alors, l'Iran, on a appris que l'ambassade américaine, justement, évacue son personnel non essentiel à Beyrouth. Est-ce que ça laisse présager de frappe, ou est-ce que on sait que les pourparlers se poursuivent malgré tout avec les Iraniens? Est-ce que les forces sont possibles? Oui, les pourparlers se poursuivent puisqu'on annonce une nouvelle réunion jeudi. Et les Iraniens ont dit qu'ils viendraient avec une proposition, c'est ce qu'a dit le ministre iranien Araghchi. Ceci étant, les informations qui filtrent de Téhéran et qui sont sans doute calibrées disent que le régime iranien ne va pas tout céder. Il préfère, pour se survivre, affronter une guerre que trop céder aux Américains. Bon. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut se passer lors de cette négociation? On parle d'un accord sur l'enrichissement de l'uranium, enfin d'un accord, d'une idée que l'Iran accepterait de pratiquement arrêter toutes ses activités d'enrichissement, mais pas complètement, parce que pour le Khamenei, pour le régime, c'est un signe de souveraineté. On ne peut pas complètement renoncer à l'enrichissement. Est-ce que ça suffirait à faire un accord? C'est peut-être en deçà de ce qu'attendent les Israéliens et les Américains, puisqu'on ne parlerait pas des missiles, vous savez, qui permettent à l'Iran d'attaquer Israël, même l'Europe, etc. Voilà. Et donc, l'hypothèse d'une frappe, malgré tout, se précise. Se précise, absolument. Rachel Kahn, et on sait aussi que la population iranienne a un peu l'impression d'avoir été laissée complètement... qu'on l'a laissé tomber. Trump leur a dit, battez-vous, prenez les institutions, l'aide arrive, et rien n'est venu. Exactement. La réalité, c'est qu'il se passe un crime contre l'humanité en Iran, avec ce peuple dévasté, cette jeunesse dévastée qui se remet là depuis quelques heures dans la rue. On a vu les étudiants, absolument. Là, il serait temps que ça s'arrête, parce que l'Iran, de toute façon, est le moteur entre guillemets, du mal à travers le monde, qui finance le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, etc., et qui pollue, en plus, idéologiquement, le monde libre. Joseph, peut-être une question à Philippe Etienne, ambassadeur. Oui, j'avais une question à vous poser. Ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Il y a eu un certain nombre de mouvements au sein de l'exécutif iranien, c'est-à-dire Khamenei a notamment désigné son successeur. Est-ce que c'est quelque chose de traditionnel? Ça se fait souvent en Iran, ou est-ce que ça montre quelque chose, c'est-à-dire par exemple des tensions internes que nous n'avons pas vues occidentaux? Ça peut vouloir dire encore autre chose. Les Iraniens, en tout cas le régime, parce qu'il faut bien, après les massacres que le régime a commis contre sa population, il faut d'autant plus distinguer ce régime de l'Iran, du peuple iranien bien sûr, se prépare peut-être à des attaques contre les dirigeants eux-mêmes. Et donc prépare des différentes couches de successeurs possibles. L'un des facteurs de la résilience, on l'a vu aussi avec le Hamas ou le Hezbollah, quand les Israéliens ont réussi à tuer leurs dirigeants, de ce genre de régime ou d'organisation, c'est tout de suite de faire monter des gens à la place de ceux qui sont, entre guillemets, neutralisés, comme on dit parfois. Et donc, en vue d'une frappe, puisque ce régime a finalement pour principal objectif, sinon pour unique objectif de se survivre, et son calcul c'est, est-ce que je dois lâcher plutôt à la négociation, est-ce que je dois plutôt faire peur avec des frappes sur Israël, sur les pays de la région, si les Américains m'attaquent, vous voyez. En tout cas, je dois me préparer en cas où. Je ne sais pas si c'est ça la raison. Non, mais c'est peut-être un message. C'est ça ce qui est intéressant. C'est peut-être un message. C'est un message qui est envoyé en disant, voilà, nous sommes prêts à aller jusqu'aux frappes. Voilà. C'est le message dont je parlais tout à l'heure aussi. C'est un peu ce qu'ils en... Ils disent, ne croyez pas qu'on va tout céder en négociation, parce que si on abandonne tout notre arsenal, on sera à nu, et donc on sera très très vulnérable. On préfère à la limite aller vers un affrontement. Alexandre Devecchio, peut-être une question. On sent que chez Trump, il y a une hésitation liée notamment à son électorat, mais aussi liée au fait que les États-Unis ont été instruits par le passé, notamment la guerre en Irak, l'échec de multiples interventions au sol. Est-ce que c'est exactement la même situation? Est-ce qu'en cas de frappe, justement, il n'y aurait pas là un vrai soutien de la population et une possibilité de transition démocratique réelle? Alors tout dépend exactement comment sont organisées ces frappes, si elles ont lieu. Mais vous avez tout à fait raison, on dit souvent ces jours-ci, il n'y a jamais eu de tel déploiement de forces américaines dans la région depuis l'Irak. Or,
précisément, comme vous le dites, le président Trump n'a aucune envie de répéter l'opération en Irak, parce que ça serait un risque d'enlisement. Et donc, le problème, c'est comment faire en sorte que cette opération militaire soit à la fois très efficace, y compris pour déstabiliser le régime, et dans le meilleur des cas, le faire tomber, sans entraîner un engrenage militaire et donc, c'est tout le problème des interventions au sol. Mais avec un point quand même fort, important pour les États-Unis, c'est qu'il y a aussi Israël, évidemment, qui pourrait faire une partie de cette intervention. Et le terrain est-il vraiment le même qu'en Irak? C'est ça aussi la question. Non, bien sûr, vous avez raison, il est de toute façon différent. Après ces révoltes, ces massacres contre la population, mais malgré tout, si les frappes sont chirurgicales, visent par exemple les installations des gardiens de la Révolution ou des sites balistiques ou nucléaires, est-ce qu'elles seront assez fortes pour faire tomber le... Et si, en revanche, elles sont massives, est-ce que là, au contraire, elles ne vont pas toucher la population? Vous voyez, donc c'est ça, c'est sans doute ça. Moi, qui est en balance en ce moment. Alors, Rachel et ensuite Joseph. Juste une petite question, parce que la France, d'un point de vue international, a été motrice notamment par rapport au droit d'ingérence, a été motrice sur la conscience un peu humaniste et universelle du monde entier. Aujourd'hui, on voit très bien que nous avons comme ennemi la Russie. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que la France semble aussi frileuse par rapport à l'Iran. Alors, dans mon livre, effectivement, je raconte cette histoire de la diplomatie française, par exemple, l'invention de la responsabilité de protéger, mais toujours dans le cas des Nations Unies. Parce que pour nous, il y a quand même une notion de légitimité internationale qui est très importante. Et donc, respect du droit humanitaire, du droit international. Dans le cas d'espèce, vis-à-vis de l'Iran, je pense que les Européens ont classé quand même comme organisation terroriste maintenant les gardiens de la Révolution. Sur le nucléaire, les Européens ont toujours été les premiers à négocier depuis 2003. Je pense qu'on n'a pas de sympathie pour ce régime. Je pense que c'est clair. Maintenant, pour l'instant, c'est vrai, je le reconnais, ce sont les États-Unis qui déploient l'arsenal. Mais je crois que depuis surtout que les Européens ont remis les sanctions, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais à l'automne dernier, on a remis les sanctions des Nations Unies contre le régime iranien pour violation de l'accord nucléaire de 2015. Oui. Et donc, c'est ces dernières sanctions, enfin le rétablissement de ces sanctions, qui a encore précipité la dégringolade économique en Iran, qui a accéléré un peu la difficulté du régime. Donc, vous voyez, les Européens ont quand même agi, la France en particulier, parce que la France est, avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, le principal pays européen qui agit. Mais on garde quand même l'ambassadeur ici. On le garde quand même. Oui. On ne renvoie pas l'ambassadeur. Alors, il n'y a aucune sympathie, vous l'avez dit, bien sûr, pour le régime iranien. Et même une action... Bien sûr, au-delà. Mais il n'y a pas non plus une sympathie démesurée pour Reza Pahlavi, qui a quand même à peu près, il y a une semaine, le fils du Shah, qui a une semaine, réunissait plus de 200 000 Iraniens pour l'écouter à Munich. Comment vous expliquez ça? Alors moi, je ne sais pas vous dire s'il y a de la sympathie ou pas. Pour lui, oui. Si vous le dites, vous avez vu comme moi, il y avait 200 000 personnes. Oui, non, mais allez-y. Je pense que après, c'est aux Iraniens de décider. C'est vrai que le fils du Shah s'est beaucoup exprimé, mais comme vous l'avez aussi dit, il s'est exprimé à un moment où finalement les Américains ont... puisqu'il disait ça depuis les États-Unis, n'ont pas agi alors que la population était dans les rues et se faisait tuer. Donc après, quelle sera... La tradition de l'Iran est avant les ayatollahs et les mollahs, mais aussi sous le Shah et dans les années 50, c'est une tradition de pluralisme politique. Il y a des forces monarchistes, il y a aussi des forces civiles. Mais c'est une vieille tradition monarchiste aussi, mais voilà. Depuis 2500 ans. Donc après, une dernière question, Philippe Etienne, qui concerne l'Ukraine. Vous avez passé 2 ans aux côtés d'Emmanuel Macron. Vous avez suivi évidemment le dossier ukrainien. On est dans la 5e année de la guerre en Ukraine. Oui. Emmanuel Macron appelle aujourd'hui à renforcer la pression sur la Russie, à adopter un 20e volet de sanctions. Ça a été bloqué par un veto de la Hongrie. On ne voit pas le bout du tunnel de cette guerre en Ukraine. Non, c'est ça qui est terrible. C'est une guerre où aucun... Ce qui est même terrible, c'est qu'il y a des
plus ça dure, plus c'est difficile d'arrêter, en fait, des deux côtés. Pour les Ukrainiens, laisser des territoires... 20%, là, on est à alors plus de 20%. qu'ils ont payé le prix du sang à un tel niveau. Et puis, on voit bien que la Russie est prise maintenant dans cette économie de guerre qui est aussi très difficile d'en sortir. Mais en même temps, il faut tout faire pour... et là, il faut dire que les Américains, le président Trump ont raison. Nous aussi, on essaye avec les garanties de sécurité qu'on a définies et qui feront partie d'un accord politique, si accord politique il y a. Donc, il faut vraiment tout faire pour que cette horrible guerre s'arrête quand même. Absolument. Merci d'être venu, Philippe Etienne. Le Sherpa, c'est aux éditions Talendier, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire. Passionnant si on veut apprendre l'histoire, évidemment, internationale. Merci Alexandre Devecchio, Rachel Kahn, Joseph Massescaron. Dans un instant sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Clélie Mathias pour Europe 1 Soir et bien sûr Christine Kelly pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée et à demain matin 8h10 avec Michel Barnier pour l'interview politique.